Alors, quand on découvre qu'on est concerné par le haut potentiel, c'est une découverte qui peut à la fois être accompagnée d'un sentiment de délivrance pour certains, et puis parfois un feu d'artifice émotionnel. Il peut y avoir des doutes, il y a des flots de questions qui peuvent nous assaillir. Ça peut être un mélange de tout ça, bien entendu, et c'est pas toujours, évident. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne changera pas? Comment faire la différence entre, ce qui appartient au potentiel ou à notre histoire de vie? Qu'est-ce qui est important pour soi? Quels sont les enjeux également d'avancer, vers cette nouvelle grille de lecture, de bien la comprendre et de se l'approprier? Ce sont toute une série de questions que j'ai posées à Fabrice Michaud dans le cadre du congrès d'Ouance. Je vous propose de le retrouver tout de suite. Première question que j'ai envie de te poser, hein, puisque dans un premier temps, il peut y avoir une forme d'incrédulité quand on entend ce mot au potentiel, hein, et les gens peuvent dire bah, je pense que je me trompe, c'est pas possible que je sois concerné. Pourquoi est-ce que, à ton avis, les gens réagissent de cette sorte? En fait, cette réaction elle est absolument normale, elle est absolument fréquente. Souvent, j'ai l'image, j'aime bien fonctionner par métaphore, va expliquer à un poisson rouge qui passe sa vie dans l'eau que le monde est rempli d'air. Eh ben, on est tous des poissons rouges dans l'eau. Et dit non, non, l'air, c'est pas possible. Si, si, c'est possible. C'est-à-dire que les surdoués, c'est-à-dire chacun de nous, on fonctionne avec nos propres cartographies. Sauf on a quand même l'expérience que les cartes ne sont pas appropriées. Je dis aussi souvent, c'est comme aller aux États-Unis avec une carte du Bhoutan. Tu te rends bien compte que c'est un peu étroit et qu'il y a des trucs qui ne sont pas sur la carte. Donc, globalement, les gens, ils ont surdoués, j'entends, ils ont l'expérience d'être décalés. Mais ils ont tellement interagi en mode automatisation, appropriation, plasticité sociale et autres, que quand tu es intelligent, tu sais que tu fais des conneries et que sinon les autres, ils pensent qu'ils sont naturellement intelligents. C'est quand tu te poses des questions, c'est mieux de ne pas se poser de questions. Donc quand tu te prends la tête tout le temps et que tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas et que tu es inapproprié au monde dominant extérieur, ben, tu considères que c'est toi qui es inapproprié. Donc c'est toi qui n'es pas normal. Donc tu n'es pas intelligent parce que l'intelligence, ce sont tes interactions sociales avec le monde, ou ce que j'entends en particulier chez les femmes, que j'entends pas vraiment chez les hommes, c'est de dire mais si c'est pas ça, je suis vraiment folle. Donc si je suis surdouée, en fait je suis pas folle. Mm. Ça c'est Ouais. ça c'est Oui. dominant chez les femmes. Donc c'est normal de penser ça. Et comme je dis aussi, un adulte surdoué, c'est pas un enfant qui a grandi, c'est autre chose. Un papillon, c'est pas une grosse chrysalide, hein. C'est autre chose. Donc les problèmes des adultes sur le couple, les enfants, la famille, les emmerdements, la vie sociale, la vie professionnelle, l'enfant, il n'a pas ça. Donc forcément que les adultes, ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils sont vraiment surdoués. Ça, c'est la première question. Mais globalement, le vrai sujet, il est après, c'est je fais quoi avec ce machin-là dans ma vie. Et tu vois, j'avais encore quelqu'un hier qui m'appelait, alors il se reconnaîtra sans doute parce que je lui ai dit que je parlerais de lui dans la conférence. Il me dit, j'ai 55 ans, je fais quoi avec ça? Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile? Et il me dit, mais vous savez, j'en ai parlé à ma mère, elle me dit, mais à quoi ça va te servir? C'est exactement ça, en fait. À quoi ça sert de savoir si on est concerné ou pas, hein? C'est une question qui est très souvent posée. Mais à cet âge-là, moi, il y a un truc que j'aurais voulu faire dans des conférences que j'aurais voulu monter, pour lesquelles j'ai eu parfois des gens qui m'ont posé des problèmes, c'est de travailler sur la douance pour les personnes âgées. J'ai Mhm. jamais rien vu, c'est un vrai sujet. De la même manière que pour moi, il y a un vrai sujet de la douance pour les 15-25 ans, parce que c'est une période de la vie qui est une période de mutation, de transition, de construction amoureuse, de construction sociale. Il y a une typicité d'accompagnement pour les 15-25 ans. Il y a une typicité d'accompagnement pour les enfants, jeunes, pour les adultes.
et pour les personnes en fin de parcours. Mais j'ai accompagné des personnes à 65, 70 ans. Il y en a qui ont dit à quoi ça sert, j'ai pu m'emmerder avec ça maintenant. Et il y en a d'autres, je me souviens, une femme a été magnifique. Elle me dit, Fabrice, ça m'a permis de comprendre ma vie et ça m'apaise. Elle était magnifique. Ouais. Et donc, pour moi, théoriquement, c'est jamais trop tard. Concrètement, il y a un autre sujet. Et je vois aussi une dominante chez les femmes, plus particulièrement, et je travaille beaucoup sur la question des femmes surdouées, c'est que tu t'es construit un tel monde qui est un château de cartes que tu ne veux pas y toucher. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que tu as construit une digue, mais si tu as une digue, c'est que derrière, tu as une réserve d'eau et tu n'as pas envie de la prendre sur la tête. Mais donc, qu'est-ce qu'on répond? Puisque c'est typiquement, je crois, le genre de personnes qui peuvent dire, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu leur dis alors à ce moment-là? À quoi ça sert de En, savoir, d'aller plus loin? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur répondre? en fait, de manière générale, j'essaie de faire gaffe aux réponses toutes faites parce que j'aime pas ça du tout. Je vais voir dans quel contexte ils sont. Donc, un peu comme mes pratiques de coaching, où j'ai aussi une casquette de thérapeute, c'est de prendre en compte le système et l'écologie de la personne. Donc, je vais plutôt lui poser des questions pour qu'elle me réponde sur ce qui est important pour elle, sur ses enjeux. La personne dont je te parle, mais j'ai des appels tous les jours pour des bilans de surdoués, sans QI, évidemment, je ne suis pas psy, et puis ça ne m'intéresse pas. Par contre, je débriefe des bilans qu'on m'amène parce que les gens sont perdus. C'est alors très souvent la première réponse dès qu'on commence à avancer en âge, c'est quel gâchis. Ben, je suis d'accord, hein, moi j'ai été détecté tardivement, quel gâchis. Donc il y a quelque chose qui est assez dominant, c'est vous vous rendez compte, si j'avais eu ça enfant, j'aurais pas eu la même vie. Moi, ça me passe partout, ça me met des frissons. Je dis oui, c'est vrai, et je partage. Mais ici et maintenant, on peut changer la vie. Donc maintenant, est-ce que vous avez l'environnement? Donc la réponse à ta question, c'est, en tout cas, moi, les questions que je me pose, c'est quel est le jeu d'équilibre, de déséquilibre dans lequel vit la personne? Est-ce qu'elle est Oui. en couple? Et quelqu'un d'autre qui m'a appelé hier soir, c'est sa femme qui lui a dit de m'appeler. En fait, la femme est concernée, les enfants sont concernés. Donc là, c'est jackpot. Parce que moi, je dis aux parents, quand vous bossez, effectivement, c'est trop tard, vous bossez pour vos enfants, donc lâchez rien, tu vois. Et il y a un enjeu, alors très souvent, ce sont les femmes qui appellent. Ce sont les femmes qui prennent les initiatives. Pour moi, la douance est portée à 80% par les femmes, qui sont en général beaucoup plus courageuses. Mais ça veut dire beaucoup plus impliquées. Euh, donc, c'est quel est le contexte, quel est l'enjeu? Effectivement, c'est dommage. Effectivement, c'est du gâchis. Effectivement, si nos parents avaient pu faire autrement, ils auraient fait autrement. Mhm. Effectivement, beaucoup de surdoués ont des parents problématiques, traumatiques, maltraitants pour un certain nombre. Et bien maintenant, il faut se démerder tout seul et avancer avec ça. Donc, les réponses, c'est ici et maintenant, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui est Mhm. important pour toi? Quels sont tes enjeux? Et en fait, cette personne, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez comprendre globalement? Il veut un peu mieux comprendre pour ses interactions avec lui-même, ses interactions avec des tiers. Évidemment, il y a un processus de défragmentation qui fait que même si tu dors, tu as ton système biologique qui va se réorganiser parce que tu as amené une clé au système. Et le système organique est intelligent. Donc, de toute façon, quand tu sais que tu sais, même si tu fais rien, ton système va bouger. Alors, ça peut être douloureux, mais le corps est fait pour se réparer. Merci Fabrice. Donc, j'aimerais qu'on parle du test parce que c'est une question qui se pose quand même assez souvent. Et moi-même, je te l'ai posée à l'époque, hein. Est-ce que c'est important selon toi, de passer le test et pourquoi, si ça l'est? Alors, ça, c'est un sujet qui m'énerve. Donc, il y a des trucs où je ne vais pas être gentil. Parce que personne n'en parle. Tu vois, les gens, moi,
je fais des bilans pour des gens. La majorité que j'ai dans mes réseaux ou dans mes groupes de surdoués en France ou à l'étranger n'ont pas passé le test. Il y a des gens qui me disent le test a dit. Mais tu sais, un test, même sous la torture, ça parle pas. Essaye, hein, ça parle pas. Donc les gens me disent le test a dit. Je dis non, pas le test, le professionnel. Personne ne parle des professionnels, mais c'est une catastrophe. Le nombre d'horreurs que j'entends, donc très concrètement pour moi, la majorité des professionnels sont incompétents. Incompétents. Mais c'est normal, ils ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire passer ce test-là comme n'importe quel autre test. Ce sont des professionnels du test, pas de la DORS. Ils sont incompétents sur la DORS. Un certain nombre le disent, et ils sont honnêtes. La valise, elle coûte à peu près 2 000 €. Donc voilà, quand tu investis, tu rentabilises. Pour moi, c'est illégitime. C'est-à-dire que le test n'est pas suffisant pour poser un diagnostic. C'est un outil d'aide au diagnostic. Le responsable n'est pas le test. Le responsable est le professionnel. Et je suis désolé, personne ne s'attaque aux professionnels, sauf les gens qui sont concernés. Le nombre de gens qui sont en pleurs, qui sortent d'un test et qui m'appellent, c'est terrible. Qui m'envoient leur test pour que je les débriefe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu as des gens qui sortent avec des problèmes qu'ils n'avaient pas en rentrant. Pourquoi? Parce qu'ils sont hétérogènes. Parce qu'il y a plus de 15 points d'écart type. Et en gros, ils sortent avec des emmerdes en plus. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, je te coupe, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est qu'hétérogène, pas hétérogène? Comment ça se passe? Comme ça, je pense que ça peut aider les personnes qui nous écoutent. Je t'explique. En fait, ouais, il faut que tu m'arrêtes. Hein. En fait, faut pas, mais je me mets à la place des personnes qui nous écoutent. Oui, mais c'est ton boulot. Quand tu vas faire un test, déjà préalablement, quand tu achètes un test, tu as un test, point barre. Tu achètes une baguette, tu as une baguette, point barre. Or, il y a des gens, adultes, j'entends, quand ils vont passer le test, ils croient qu'ils vont avoir quelqu'un qui va leur donner toutes les questions à leur vie de tous les jours. Jamais. En tout cas, pas par rapport au test. Certains psychologues font ça très bien. Je ne veux pas cramer tous les professionnels. Il y en a qui travaillent remarquablement bien, surdoués ou pas, hein, surdoués ou pas. Il y en a qui travaillent très bien et qui font ça de manière professionnelle, respectueuse et honnête. Donc, dans le test, tu as des subtests, tu as des sous-ensembles de tests, tu as des sous-familles de tests avec des points. Tu as des psychologues qui appellent ça des notes, qui appellent ça des épreuves. Dans le bilan écrit, hein. Voilà la note que vous avez eue à telle épreuve. Je te promets, hein, j'en ai plein. J'ai réussi ou pas? Oui, mais oui, ça me parle. Ça fait flipper. Hein. Oui. Si un écart type, c'est 15 en psychométrie, donc si dans tes familles de tests, tu as plus de 15 points d'écart, on ne peut pas faire un total global qui recompose. Donc 15 points, c'est un écart type, c'est ça, hein? Oui, c'est un écart type. S'il y a plus de 15 points dans les familles en dessous, on ne peut pas rassembler le tout. Parce qu'il faut savoir que le test, moi j'ai testé le test. J'ai une amie neuropsy, quand il y a eu la dernière version d'Appbase. Elle me dit, Fabrice, tu viens et en gros, tu m'allumes le test. Ah, je dis, voilà, ça c'est un truc fun. Donc je me suis fait passer mon test tout seul. Tu as un classeur comme ça, hein. Tout est coté. Au mot près, en fonction du mot que tu sors, tu as des notes. Je sais. Alors, quand je suis... Non, je ne vais pas dire ce que je pense. Donc, tu as un classeur. Donc, moi, je testais le test et je lui disais ce que j'en pensais. Et elle me dit, il y a des endroits où il y a des gens qui bug. Donc, ton objectif, c'est de retrouver à quel endroit il bug. Et j'ai retrouvé 3 endroits où ça bug et j'ai dit, la réponse n'est pas recevable. Parce qu'il y a de l'interprétabilité, ce qui est un problème de surdoué. Elle me dit, c'est exactement là. Je lui dis, tu vois, ces questions, ça peut vouloir dire ça, ça ou ça. La cotation n'est pas recevable. Donc, je suis rentré à l'intérieur du test et j'étais à la fois le psy et à la fois le client. C'était super drôle.
Donc, je suis rentré dedans, le test. Quand j'en parle, j'aime bien parler des choses que je connais. Donc, je reviens tout ça est coté, tout ça est borné et tout le monde travaille de la même manière. C'est une forme d'industrialisation, mais qui est aussi en mode psy. C'est normal. Ce que je veux dire, c'est comme ça que fonctionne ce monde-là professionnel. Pour ça ou pour d'autres. Moi, je suis spécialiste du MBTI depuis longtemps. J'ai une vidéo en ligne gratuite en psychométrie. C'est la culture. Donc, dans la culture, c'est cohérent. Moi, ça ne me convient pas, mais en tout cas, on a que ça sous la main globalement, ou le CATEL, ou test américain, ou d'autres tests. Donc, si on ne peut pas te donner un chiffre à la fin, tu sors, et puis on te dit, bah, je suis désolé, je ne peux pas vous donner de chiffre, c'est hétérogène. Ou alors, ce que vont faire des psys surdoués, c'est de dire, moi, je peux vous dire que vous êtes surdoué, mais je ne peux pas vous l'écrire au regard du test. Pour boucler, 3 clés, si tu veux bien, pour vivre sereinement la découverte de sa douance, qu'est-ce que tu nous dirais? J'en ai mis 5 parce que je ne savais pas faire avec 3. Bah, évidemment. Je suis sûre que ça parle à plein de personnes. Ouais. En fait, je vais pas dire ce qu'on dit tout le monde sur bien se connaître, évidemment, mais ça, on le dit tout le temps. Donc, ce que j'ai noté, c'est être lucide. Je suis désolé, mais on n'est pas assez intelligent. Ce que je dis souvent, les surdoués ne sont pas assez intelligents. Donc, il faut être encore plus intelligent, il faut être lucide, il faut être courageux parce que ça requiert beaucoup de courage quand on est adulte, d'aller attaquer le château de cartes. Alors, des fois, c'est bien quand il se casse la gueule, mais on ne sait pas ce qui va émerger derrière. Autre chose, pour beaucoup de surdoués, c'est fréquent, c'est de faire confiance à ses intuitions. Moi, je me suis engueulé pendant des années parce que je ne faisais pas confiance à mes intuitions et j'en ai beaucoup. Et quand j'en ai qui arrivent, je me dis, tu as intérêt à obéir. Hein. Donc, faire confiance à ses intuitions et faire confiance à notre âme, elle est là pour nous protéger. Et elle a une présence indéfectible pour autant qu'on l'écoute. J'avais noté bien s'entourer et virer les toxiques. Je suis désolé, les toxiques, ça ne sert à rien. Et choisir ses relations. Alors, ce qu'on me dit des fois, c'est que les toxiques, tu ne peux pas les virer parce qu'ils sont un peu accrochés dans la famille. Je comprends, mais il y a des gens qui restent avec des personnes toxiques, on les bouge pas en 48 heures. Ça va un peu avec, c'est ne pas perdre du temps inutilement. Il y a des choses inutiles, il y a des gens inutiles, il y a des situations inutiles. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais je fais des expériences et j'apprends. Certes, je ne suis pas sûr que tous les apprentissages soient utiles. Et pour compléter ça, il faut accepter l'impuissance et ne pas se tromper de combat. Il faut faire avec l'impuissance. J'ai du mal, hein, mais je sais que c'est important. On passe tous par là, je pense, et on apprend tous à accepter, je crois, en tout cas. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette interview intéressante pour les personnes qui viennent de découvrir leur haut potentiel. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé, ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Douance avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!